Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crois que c'est du pipi. Alors, tu penses que c'est du pipi. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand, justement, ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord? Les mots qu'on a utilisés pendant la séance, c'est des mots qui peuvent sembler peut-être surprenants quand on les utilise à l'école primaire, mais finalement, c'est des mots de la langue française et qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Donc, il a expliqué à sa maman, en racontant le récit et en appuyant son récit par des gestes, en mimant les gestes, en même temps qu'il a raconté ce qui s'était passé. Et donc il a bien expliqué à la maman que la maîtresse avait baissé son pantalon, qu'il y avait également la présence d'une autre petite fille à qui on avait également baissé le pantalon, et qu'on avait demandé à la petite fille, enfin la maîtresse a demandé à la petite fille de toucher ses parties génitales, et au petit garçon de toucher les parties génitales de la petite fille, et ensuite de se faire des bisous, chose qu'ils ont fait. Et donc le petit garçon a été très 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 perturbé par tout ça, à tel point que dans les jours suivants, il y avait un carnaval, la maman a porté le déguisement de son fils à l'école, l'enfant ne s'est même pas déguisé parce qu'il a refusé que la maîtresse lui enfile son déguisement. La maîtresse n'a pas pu le toucher pour lui enfiler son déguisement. Bonjour à tous. Je prends la parole aujourd'hui car l'heure est grave, vous le savez, et je pense que vous ne savez pas à quel point. Donc voilà, certains le sentent et d'autres ne s'y attendent même pas. Donc, vous connaissez tous le tollé qu'a provoqué l'article 2 de la loi Schiappa. Je lis en même temps ce que j'ai écrit parce que j'ai un peu essayé de préparer ce que j'ai à vous dire. C'est pas facile, je vous le dis, j'ai pas dormi, je dors pas en fait, je peux pas dormir, c'est juste pas possible. Alors bon, avant de vous alerter sans éléments, je vais essayer donc de structurer. Je vais vous démontrer donc que cette loi n'est qu'un écran de fumée. Un second élément d'un précédent bien plus important, qui est la déclaration des droits sexuels. Entrée en vigueur en 2017, cette déclaration, et comme l'a annoncé Madame Schiappa, elle n'est pas mise en œuvre. Donc, tous les recteurs des académies ont reçu une circulaire de la part du gouvernement afin que 3 cours d'éducation affective et sexuelle soient appliqués dès la rentrée scolaire, c'est-à-dire dans 3 semaines. Cours d'éducation affective. Qui donne l'affection à un enfant? Ce sont les parents, d'accord? Qui donne l'éducation sexuelle à un enfant? C'est lui-même et surtout pas quand il est enfant. Il le fait plus tard, mais pas quand il est enfant. Donc l'État se substitue déjà à 2 domaines ultra importants qui ne sont pas de son ressort. Rien que ça devrait vous interpeller. Je continue. Depuis lundi, je travaille sans relâche à trouver des sources. Depuis lundi, donc nous sommes le jeudi 9. Jeudi 9 août, il est 11h11. Ceux qui savent souriront. Lundi 6, donc nous étions lundi 6. Donc depuis lundi, ouais, c'est ça. Depuis lundi, je travaille sans relâche à trouver des sources que j'ai transmises à un groupe d'amis proches, un groupe d'une vingtaine d'amis, qui n'ont eu pour la grande majorité aucune réaction. Oui, c'est les vacances. C'est pas pour rien, c'est pas pour rien qu'ils font ça pendant les vacances. Donc vous comprenez, voilà. Donc vous comprenez bien que c'est les vacances. Et puis en fait, voilà, je suis en train de lire, excusez-moi, je suis un peu perturbée, c'est très émotionnel. Et puis après tout, on se fait tellement entuber, j'ai envie de dire qu'on a tellement l'habitude de la fermer. Et en fait, en gros, là, on pense que c'est la routine. C'est le sujet d'actu du moment, comme m'a dit une amie. Sauf que là, c'est super grave et c'est très différent. Surtout très très différent car c'est inédit. Inédit. Nous n'avons jamais vu ça dans l'histoire de France. De mémoire, évidemment. Donc, je me rends compte que les gens, en fait, ne sont pas informés. Donc, ils n'ont pas de réaction. C'est pas qu'ils veulent pas. Enfin, un petit peu, parce qu'ils sont en vacances. Donc, oh bah oui, mais tu comprends, j'en chie toute l'année déjà. J'ai pas trop envie, là, faut que je coupe, tu vois, je coupe. Ah oui, ils ont besoin de couper avec cette matrice qui nous compresse comme un rouleau compresseur. Et puis, tu comprends, je suis en famille, j'ai besoin de passer du bon temps. Mais ça se comprend et c'est normal. Mais c'est fait exprès que cette loi soit passée pendant ces moments où vous êtes déconnectés de ce qui se passe réellement.
Donc du coup, je me rends compte, au début je me suis dit mince, il n'y a pas de réaction, comment ça se fait? Donc j'ai alerté, et puis je vois que ça bloque, je vois que les gens n'ont pas envie. Donc en fait c'est parce que ils ne sont pas informés. Vous n'êtes pas informés et c'est fait exprès une fois de plus. Vous ne connaissez pas la déclaration des droits sexuels, vous ne savez pas ce que c'est. Vous en avez entendu vaguement parler l'année dernière, mais surtout, voilà, il y a eu des alertes, évidemment, il y a des alertes sur cette déclaration, mais j'en fais partie, j'y ai pas fait attention. Moi-même, je n'y ai pas fait attention. La loi Chiappa contre les violences sexuelles et sexistes adoptée par le Parlement, il n'y aura désormais plus d'âge minimal pour le consentement sexuel, mais l'opposition et plusieurs associations regrettent un rendez-vous manqué. On en parle tout de suite avec Fatima Benomar, cofondatrice de l'association Les Effrontés. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous dénoncez, beaucoup d'associations dénoncent le manque d'ambition dans ce texte. Qu'est-ce qui vous inspire ce texte aujourd'hui ? Il nous inspire beaucoup de déceptions parce que moi, le 25 novembre dernier, qui était la journée internationale contre les violences faites aux femmes, j'ai été invitée à l'Élysée, comme beaucoup d'autres associations féministes, devant le président Emmanuel Macron, qui s'est engagé à ce qu'il y ait un âge minimal au-dessous duquel il n'y a même pas débat pour savoir si une enfant est consentante à un rapport sexuel avec un adulte, et il s'était positionné pour l'âge de 15 ans. Quelques mois plus tard, on a une loi qui est absolument floue dans ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'elle dit qu'il y aura une... je peux vous donner... En fait, elle dit que ce serait pour les mineurs incapables de discernement. Donc c'est assez flou pour que chaque juge puisse voir au cas par cas, est-ce qu'il pense... Ça veut dire quoi, un mineur incapable de discernement? C'est-à-dire qu'ils vont voir pendant le procès si c'est un mineur qui est qui a l'air de montrer qu'il était plus ou moins conscient de la situation. En fait, nous, on demande un âge minimal au-dessus duquel il n'y a pas... en fait, il faut inverser la charge de la présomption. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans un procès, c'est à l'enfant, c'est au mineur de prouver qu'il était non consentant. Si on faisait le texte de loi que nous voulions, ce serait inversé. Ce serait à l'accusé de faire la preuve que l'enfant aurait été consentant. Et ça change tout. Et de toute manière, il y aura quand même beaucoup de violeurs qui seront acquittés, puisque la plupart des violeurs, ou bien ils nient le rapport sexuel, s'il n'y a plus de traces, ou bien ils nient avoir conscience de l'âge du mineur. Il dit, moi je pouvais pas deviner qu'elle avait moins de 15 ans, si voilà. Donc c'est important qu'il y ait ce texte de loi qui puisse au moins faire en sorte que le procès se joue en faveur du mineur et que ce soit à l'accusé de prouver le consentement de la victime. Et donc, la présomption de non-consentement pour les mineurs de moins de 15 ans qui n'a pas été instaurée, donc ça va avoir quelles conséquences Ça va avoir la même conséquence qu'il y avait avant, c'est-à-dire que ce qui a ému l'opinion publique l'année dernière, c'était ces deux enfants de 11 ans, donc le procès de Pontoise et le procès de Meaux, où on est parti du principe qu'elles étaient consentantes à un rapport sexuel avec leur violeur, on dit ça comme ça, qui avait 28 et 30 ans. Donc le premier, il avait été complètement acquitté, blanchi, parce qu'on n'avait pas fait la preuve de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise qui caractérise le viol. Et le deuxième, on avait tout simplement dit que c'était une atteinte sexuelle, c'est-à-dire que l'enfant de 11 ans était consentante, mais que c'était pas bien parce que c'était un détournement de mineur. Or, contrairement aux victimes majeures, les enfants ne vont pas se manifester ou dire clairement non, parce que déjà la plupart du temps, elles ne savent pas très bien ce qui est en train de se passer. Et même, c'est extrêmement impressionnant de résister à un majeur, à quelqu'un qui incarne un adulte. Donc en général, ces enfants-là ne vont pas se débattre, ne vont pas bouger, vont être sidérés. Et effectivement, contrairement à pas mal d'adultes, ça arrive, la sidération pour des cas d'adultes, ils vont pas montrer le non-consentement comme quelqu'un qui est complètement adulte et capable de se défendre. Et sur ce point précisément, l'âge de non-consentement, pourquoi le gouvernement a fait marche arrière? Je pense que le gouvernement a fait marche arrière par lâcheté politique, d'une part, parce qu'il y a effectivement pas mal d'avocats ou de magistrats qui défendent vraiment le fait que chaque procès se fasse au cas par cas et que voilà, il n'y ait pas de règle générale.
Et puis, il avait peur d'un cas d'inconstitutionnalité, c'est-à-dire de rendre automatique le fait que ce soit caractérisé comme un viol qui est un crime en cas de minorité de la victime. Sauf que justement, en ce moment, il est en train de voter un changement dans la Constitution. Donc, ils auraient pu faire en sorte que dans le texte de la Constitution, on puisse admettre cette caractéristique qui se base vraiment sur plein de travaux de scientifiques, de sociologues, de personnes qui sont expertes dans la pédocriminalité et qui montrent bien que dans le cas des enfants, il est important qu'il y ait ces textes de loi qui les protègent parce que dans la plupart des cas, alors que ce sont les cas de viol les plus graves, parce que la vulnérabilité des enfants, c'est quelque chose qui est avéré, c'est là où il y a les peines les plus faibles. Alors, la loi prévoit la création d'un outrage sexiste. Hein, ça existe déjà, une amende en fait aux Pays-Bas. Bon, ça n'a pas été vraiment concluant là-bas. Qu'est-ce que vous pensez vous, justement de la création de cet outrage sexiste? Alors il y a deux choses. Déjà, ce qui se passe dans ce qu'on appelle globalement le harcèlement de rue, ce sont des choses qui sont déjà punies par la loi. Parce que harcèlement de rue, c'est un mot un peu flou qui englobe plein de choses. Par exemple, quand un homme traite une femme dans la rue de sale pute ou de salope, voilà, ça s'appelle une injure publique. C'est déjà un délit puni de 6 mois de prison. Ce qu'on appelle les frotteurs ou les mains aux fesses, ça s'appelle une agression sexuelle. C'est passible de 5 ans de prison, de 75 000 € d'amende. Donc le premier risque, si on crée cet outrage sexiste, c'est qu'on se mette à distribuer cette contravention de 4e catégorie, qui n'est même pas un délit, c'est juste une contravention, à toutes les violences qui se passent dans l'espace public et qui sont caractérisées comme des délits plus graves. Et finalement, cet outrage sexiste est censé concerner des choses qui sont en deçà de ce que je viens de dire, qui sont ni du harcèlement sexuel, c'est-à-dire des avances sexuelles répétées alors qu'on a dit non, ni des injures publiques, ni des agressions sexuelles, ni des menaces de viol ou de mort qui sont passibles de 3 ans de prison, c'est-à-dire les regards insistants, le fait de siffler, de faire des commentaires à voix haute, etc. Et pour que cet outrage sexiste soit vraiment efficient, il faut vraiment une vraie formation des policiers. Parce que là, ce qu'on voit en général dans l'espace public, c'est que même quand il y a des cas assez graves, les policiers ont tendance à ne pas prendre ça. Vous pensez que ce sera difficile de prouver l'outrage sexiste ? Alors, ou bien c'est fait avec un flagrant délit, mais c'est vrai qu'un flagrant délit de commentaires à voix haute, en général, les agresseurs, ils vont pas faire ça sous le nez d'un policier. Et puis, voilà, qu'est-ce qui va se passer si donc une femme se tourne vers un policier et dit cet homme vient de me harceler, et que le policier dit je vais pas lui mettre une contravention alors que j'ai rien vu. On imagine qu'il ne va pas raccompagner la femme chez elle, donc il va tout de suite s'éloigner, la laisser nez à nez avec le harceleur et l'agresseur. Effectivement, il faut au moins une grande formation des policiers, et ce n'est pas prévu dans la loi. Et vous pensez qu'il aurait fallu, il faut dissocier l'outrage sexiste du flagrant délit ? Si on le dissocie du flagrant délit, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut toute une procédure d'aller chercher la preuve ou les témoins, exactement comme ce qui s'est passé avec Marie Laguerre, qui est retournée sur les lieux de l'agression pour réclamer cette vidéo qui fait la preuve de ce qui s'est passé. Donc effectivement, ça demande beaucoup de moyens, une grande mobilisation des policiers. Nous, ce serait bien, on appelle ça de nos voeux. C'est juste que ça demande des moyens que le gouvernement ne veut pas mettre sur la table, parce que former les policiers au sexisme et au harcèlement de rue, quelque chose qui n'est pas vraiment dans leur formation initiale, ça ne veut pas dire juste leur envoyer un PDF en leur expliquant ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est vraiment pendant 2 jours, toute la journée, ils sont formés à qu'est-ce que les sexismes, quelles sont les racines de la domination masculine, quels sont les comportements qui sont induits par cette idéologie dominante qu'est la domination masculine et la misogynie, etc. Et donc, ça demande un grand investissement parce qu'il y a beaucoup d'agents. Vous auriez souhaité que ce volet-là, la formation justement des policiers, de la profession vis-à-vis de cette problématique, elle soit intégrée dans cette loi ? Oui, voilà, elle y est intégrée de façon très superficielle. Il me semble que c'était 10 000 agents de proximité. Déjà 10 000 agents de proximité, c'est pas beaucoup. Mais en plus, voilà, il faut que ça concerne tous les agents parce que ça va se passer absolument partout. Et il faut faire aussi attention à ce qu'il n'y ait pas une répression au délit de faciès.
Ce qu'on voit aussi aujourd'hui, c'est que quand c'est un gentil papy qui fait ça, on va pas l'inquiéter. Quand c'est un jeune plutôt issu de l'immigration, plutôt prolétarisé et pas issu d'une classe sociale favorisée, là on se retourne beaucoup plus facilement contre. Et à votre niveau, au niveau de votre association Les Effrontés, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Nous, on continue à réclamer que soit prise l'intégralité de nos revendications, c'est-à-dire un vrai programme contre le sexisme à l'école pour la prévention, parce que l'idée n'est pas d'envoyer tout le monde en prison et de tout miser sur la répression. Tout ce que je vous ai dit sur l'âge minimum de non-consentement de la part des victimes et des moyens pour pérenniser l'action des associations. Il faut savoir que le secteur associatif féministe est l'un de ceux qui ont le moins de moyens. Or, nous avons vraiment besoin de moyens pour l'accompagnement des victimes, pour leur trouver des solutions, d'hébergement d'urgence, d'accompagnement psychologique, etc. Et ça, c'est quelque chose qui nous fait énormément défaut. Merci. Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. On s'intéresse ce matin à cet article 2 du projet de loi sur les violences sexuelles qui fait débat. Bonjour Emmanuelle Piette. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez justement signé cette pétition. Vous êtes présidente du collectif féministe contre le viol. L'article 2 dont vous parlez, c'est donc celui du projet de loi porté par Marlène Schiappa. Qu'est-ce qui vous pose problème dans ce fameux article? Pourquoi dites-vous qu'on pourra demain considérer le viol comme un délit? Oui, l'article 2 crée un nouveau délit qui est la pénétration sexuelle d'un mineur. Sans contrainte, menace, violence ou surprise. C'est-à-dire que le viol est caractérisé en France comme tout acte de pénétration sexuelle commis par menace, violence, contrainte et surprise. Ce que nous souhaitions, c'est qu'avant, moi je dis 13 ans parce que pour un enfant de 12 ans ça me semblait incontestable, tout acte de pénétration sur un mineur par un majeur soit considéré comme un viol. Ça, c'est ce que nous souhaitions et on le souhaite depuis la création du collectif, c'est-à-dire une quarantaine d'années. Oui. Voilà. Ce que nous croyons avoir obtenu, c'était ça. C'est-à-dire que ce qu'on pense à la plupart des gens, c'est qu'à 12 ans, un gamin est pas censé pouvoir consentir. C'est quand même plus compliqué que ça, parce qu'aujourd'hui, vous le savez tout aussi bien que moi, il y a des gens qui passent au travers des mailles du filet. Le texte est censé empêcher ça. Le texte est censé être une amélioration. Et la volonté de la ministre était probablement une amélioration. Elle a été probablement tout à fait empêchée par le Conseil d'État dans sa première formulation. L'idée qu'on puisse penser qu'une enfant de 11 ans, comme c'était possible dans l'affaire de Pontoise, comme moi j'ai vu à 7 ans, une petite fille pour laquelle la cour d'assises a relaxé parce que c'était une histoire d'amour. C'est-à-dire, oui, je sais qu'on peut passer. C'était pour ça qu'on voulait un changement. Mais pas un changement. Là, la formulation actuelle est à mon avis, une erreur. Ça va s'arranger, j'espère. Mais elle laisse penser qu'on peut pénétrer une petite fille ou un petit garçon avant 12 ans, avant 15 ans, bon, ça, je ne sais pas, mais, et que ça puisse être un abus d'ignorance de l'enfant. Alors, ce que dit l'article 2, et peut-être qu'il est bon de le repréciser aux auditeurs qui nous écoutent ce matin, c'est que lorsque les faits sont commis sur un mineur de 15 ans, les notions de contrainte et surprise peuvent être caractérisées par l'abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. Ça dit bien ce que ça veut dire. Agresser un mineur, c'est profiter de sa vulnérabilité. Absolument. Sauf que il va falloir que le mineur encore ait approuvé son abus de vulnérabilité. C'est ça qui est intolérable. Parce que déjà pour les adultes c'est compliqué, mais c'est logique qu'il y ait un droit de la défense. La pénétration d'un enfant, une grosse verge dans un anus ou dans un vagin d'une petite fille ou d'un petit garçon, ça devrait être caractéristique d'un viol. Il n'y a pas besoin de penser il voulait, il a été surpris, ça va de soi. Mais vous savez aussi qu'aujourd'hui, il y avait des prédateurs sexuels qui échappaient à la cour d'assises. Donc aujourd'hui, on élargit l'éventail en aggravant les peines pour des atteintes sexuelles. Oui, mais on requalifie le viol en atteinte sexuelle. C'est ça notre souci. Mais quand les faits de viol ne parviennent pas à être établis, et c'est l'idée de ce texte. L'idée de ce texte, oui, mais ça détourne totalement, la définition du viol, c'est-à-dire que on se retrouve avec une atteinte sexuelle caractérisée par la pénétration sexuelle.
Donc c'est de fait la possibilité de poursuivre beaucoup plus de viols en atteinte sexuelle chez les mineurs. Pourquoi beaucoup plus? Parce que déjà, c'est ce qui se fait. Mais là, maintenant, ça va être possible. Le viol en droit français est très précis. Oui, c'est une pénétration. Et bien là, c'est tout acte de pénétration sexuelle. Et là, on crée un délit d'atteinte sexuelle avec pénétration. Vous dites... Je le dis parce que c'est écrit dans le projet de loi. C'est une marche arrière, en quelque sorte. Je dis que c'est... Ça n'est pas la vision des faits de Marlène Schiappa. Elle dit non, on n'a pas bien compris le texte. Elle dénonce même, elle le dit ce matin, des contre-vérités graves. Alors, elle dit précisément le but de cette loi, c'est qu'aucune atteinte aux violences sexuelles ne reste sans réponse judiciaire. Ça part d'une extrêmement bonne volonté, et connaissant la justice comme je la fréquente depuis plus de 40 ans avec Viol Femmes Information, on a entendu plus de 55 000 femmes parler au moins d'un viol, et 60% des appels concernent des appels pour des viols qu'elles ont eu quand elles étaient mineures, et qui pour la plupart ont été impunis, et qui pour la plupart n'ont pas été entendus. Donc c'est une revendication du collectif depuis très longtemps de dire que le viol chez les mineurs, il n'est pas entendu, il n'est pas pénalisé. Et l'idée de ce texte de loi, pour lequel nous étions très très en faveur, et dont les deux articles, le premier sur l'augmentation de la prescription, pour nous est quelque chose de formidable, vu qu'on se bat pour la non-prescription, donc c'est déjà 10 ans de 20 à 30 ans. Ça c'est parfait. Le harcèlement de rue, très bien. Mais pour nous, le fait qu'elles ont été bloquées dans la rédaction de ce qu'elles voulaient, et la rédaction intermédiaire est un net recul. Et moi, je serais pour qu'on arrête cet article 2, et puis qu'on se pose et qu'on le réécrive correctement en prenant le temps. Mais là, en ce moment, il crée un délit d'atteinte sexuelle avec pénétration, c'est-à-dire ce qui caractérise un viol, passe en délit. C'est pas la version que donne Nicole Belloubet, qui est la ministre de la Justice. Elle dit au contraire, les poursuites de viol seront facilitées en précisant les notions de contrainte morale et de surprise. C'est uniquement quand la qualification de viol ne pourra pas être retenue. Mais c'est exactement, dans le texte actuel, tout acte de pénétration sexuelle commis par menace, contrainte, violence, surprise sur la personne d'autrui. C'est ça, c'est le viol. C'est le texte actuel du viol. Mais dans l'atteinte sexuelle, c'est quand il y avait... Quand justement, cette qualification ne peut pas être retenue. C'est ça. Mais donc ça laisse penser qu'un mineur de 12 ans peut consentir à une pénétration sexuelle. Alors, et ça, c'est intolérable. Alors, vous posez le problème, effectivement, de cette question de présomption de non-consentement qui avait été avancée. C'est vrai qu'elle ne figure pas noir sur blanc dans le texte. Vous savez pourquoi? Ça a été retoqué effectivement par le Conseil d'État. Juste une chose. En principe, qui juge de la constitutionnalité des textes, c'est le Conseil constitutionnel. Et moi, de mon point de vue, on a grillé une étape, je sais pas, et que on a déjà eu des lois retoquées au Conseil constitutionnel, mais on a essayé. Mais ça aurait pu vouloir dire qu'on battait en brèche la présomption d'innocence, tout simplement. Pas du tout. Je veux dire que il y a des choses qui sont évidentes. Je veux dire que par exemple, si on poursuit quelqu'un pour excision, le fait que la personne soit excisée, on peut pas le contester. Et si un ado de 17 ans sort avec une jeune fille de 13 ans, qu'il devient majeur après, alors c'est au moment des faits. Non, c'est au moment des faits. Et puis il faut qu'il y ait une poursuite. Donc l'idée, c'est pour ça que nous on était très favorables à 13 ans, parce que ça c'est totalement incontestable. Un enfant de 12 ans, on peut pas imaginer une seconde que même s'il a envie, ça soit pas un viol. Et c'est ça. Déjà, moi je pensais qu'il faut déjà dire, avant 13 ans, tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur, c'est un viol. C'est la raison pour laquelle vous vous mobilisez avec cette pétition et vous irez manifester aujourd'hui. Merci Emmanuel Piette d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Europe 1. Le national prévoit 3 séances annuelles dès l'école primaire, mais ces séances passent souvent à la trappe. Claire Benaïm a quand même trouvé une bonne élève. À Périgueux, l'école André Daven a créé des ateliers où les enfants apprennent plein de nouveaux mots très instructifs. Regardez. Périgueux, son patrimoine architectural, ses spécialités culinaires, mais aussi ses ateliers d'éducation à la sexualité dès l'école primaire. Il y a les spermatozoïdes, on va dire qu'ils mangent l'ovule pour atteindre à l'intérieur. Et c'est comme ça qu'après le bébé va se développer. Un parti pris plutôt atypique. En France, en effet, peu d'académies osent s'attaquer à ce sujet difficile malgré les directives de l'éducation nationale.
Pour nous, dans les écoles, c'est important de commencer cette éducation-là. Et l'entrée privilégiée va plutôt être tout ce qui est éducation civique et sociale, par le respect de l'autre, la connaissance de l'altérité de l'autre, ne serait-ce que savoir qu'on est un petit garçon et pas une petite fille, par des choses très simples comme ça. Dans cette classe de CM1, CM2, la séance est aujourd'hui animée par 2 membres du planning familial, Monique et Clémence, qui est également enseignante dans l'école et connaît bien les élèves. Au programme du jour, la puberté et en particulier celle des garçons. Quand monsieur et madame Hormone ont commencé à s'occuper de lui, il avait à peu près 8 ans. Petit à petit, il a grandi, il a forci et son pénis s'est développé. Lui aussi a vu pousser des poils dans de drôles d'endroits. Alors si on regarde là, c'est dans quels endroits particuliers qu'on a des poils à la puberté qui apparaissent? Au pénis. Alors c'est sur le pénis? Si on regarde un petit peu le dessin, est-ce que c'est ça qu'on voit? Non, autour un peu. Ah, autour. Alors comment ça s'appelle autour? Autour du pénis? Bah, ça s'appelle le pubis. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je crois que c'est du pipi. Alors tu penses que c'est du pipi? Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand justement ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord? Les mots qu'on a utilisés pendant la séance, c'est des mots qui peuvent sembler peut-être surprenants quand on les utilise à l'école primaire, mais finalement, c'est des mots de la langue française et qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Voilà. Et même s'ils ont à peine 10 ans, les élèves sont bien contents qu'on leur parle de sexualité. C'est important qu'on nous en parle parce que de toute façon, on l'aurait bien su un jour. Et au moins, on est avancé sur ce qui va se passer pendant l'adolescence ou pas. Les rapports entre les filles et les garçons, les différences. Et effectivement, l'atelier n'est pas qu'un cours d'anatomie. On y fait aussi de la prévention. Quelle est la différence quand on est amoureux et qu'on est enfant et quand on est amoureux et qu'on est adulte? Quand on est adulte, on peut faire l'amour. Voilà. Et quand on est enfant? On peut pas. On peut être amoureux, on a le droit d'avoir un copain, une copine. Mais par contre, on n'a pas le droit d'avoir ce qu'on appelle des relations sexuelles. Et ça, on n'a pas le droit jusqu'à un petit peu avant 15 ans. Après 15 ans, si on veut, on peut avoir des relations sexuelles. Est-ce qu'on est obligé, quand on est amoureux, d'avoir des relations sexuelles, quand on a plus de 15 ans? Non, on n'est pas obligé. Effectivement, on n'est pas obligé. On peut être très amoureux de quelqu'un, mais si on ne veut pas avoir de relations sexuelles avec cette personne, ou si cette personne ne veut pas en avoir avec nous, bah c'est pas obligé. Pas obligé du tout. La séance s'achève après 1h30 d'échange. Au programme du prochain atelier, comment on fait les bébés? Je m'appelle Dalila Hassan, je suis responsable d'une agence d'assurance, je suis mariée, j'ai 3 enfants et donc je suis également la responsable de la JRE de Joué-les-Tours, JRE 37300. Ce qui m'a motivée à m'engager dans la JRE, c'est que j'ai un enfant qui a été particulièrement concerné par la propagande et l'apologie du genre, ma deuxième fille qui est en classe de CM1 et à qui on a fait visionner au cinéma le film Tomboy sans que je n'ai signé d'autorisation de sortie légale. Et donc j'ai appris hier qu'il s'était passé quelque chose d'extrêmement grave à Joué-les-Tours. Une centaine de mamans m'ont contacté et m'ont demandé de joindre Farida Belgoul pour qu'elle vienne urgemment pour régler ce problème. Et donc j'ai expliqué à Farida tout ce qui s'était passé à Joué-les-Tours.
Alors la scène s'est passée à l'école maternelle de Joué-les-Tours, la Blotterie. Et donc j'ai rencontré la maman à 2 reprises, une fois individuellement et une fois dans le cadre d'une réunion avec la directrice de l'établissement peu avant 18h. Donc nous étions 4 personnes, la maman, qui est d'origine tchétchène et qui parle très peu français, une traductrice, moi-même et un autre membre du comité. Et donc la maman a commencé son récit en expliquant à la directrice qu'elle avait trouvé, qu'elle s'était interrogée parce que son fils avait, depuis environ une semaine, un comportement très très inhabituel. Elle a remarqué notamment 2 éléments. Le premier, c'est que son enfant, qui était d'habitude enjoué, qui aimait aller à l'école, il y allait avec entrain, et bien tout à coup il était très réticent, il ne voulait plus aller à l'école en disant que non, je ne veux pas aller à l'école, je n'aime pas la maîtresse, je ne veux pas y aller. Et la deuxième chose, c'est que l'enfant qui ne voulait plus se déshabiller pour aller au bain le soir, la maman n'arrivait plus à lui enlever ses vêtements, il était gêné, il ne voulait pas. Et donc la maman l'a interrogé sur plusieurs jours, puisque l'enfant ne voulait rien dire. Et donc l'enfant a fini par avouer à la maman qu'il ne voulait plus prendre de bain ni aller à l'école parce que la maîtresse lui avait déjà fait prendre un bain. Alors la maman s'est interrogée, elle a été surprise de ça, et donc elle a demandé à son fils, mais pourquoi est-ce que tu as pris un bain? Est-ce que tu as fait pipi, caca, quelque chose qui justifie qu'on t'ait lavé à l'école? Il a dit non, rien, non, je n'ai pas fait pipi, je n'ai pas fait caca, la maîtresse m'a déshabillée. Donc il a expliqué à sa maman, en racontant le récit et en appuyant son récit par des gestes, en mimant les gestes, en même temps qu'il a raconté ce qui s'était passé. Et donc il a bien expliqué à la maman que la maîtresse avait baissé son pantalon, qu'il y avait également la présence d'une autre petite fille à qui on avait également baissé le pantalon, et qu'on avait demandé à la petite fille, enfin la maîtresse a demandé à la petite fille de toucher ses parties génitales et au petit garçon de toucher les parties génitales de la petite fille et ensuite de se faire des bisous, chose qu'ils ont fait. Et donc le petit garçon a été très 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 perturbé par tout ça, à tel point que dans les jours suivants, il y avait un carnaval, la maman a porté le déguisement de son fils à l'école, l'enfant ne s'est même pas déguisé parce qu'il a refusé que la maîtresse lui enfile son déguisement. La maîtresse n'a pas pu le toucher pour lui enfiler son déguisement. Donc aujourd'hui, vendredi 28 mars 2014, pendant que Farida était en chemin pour nous rejoindre, j'étais en entretien avec la directrice de l'école maternelle La Blotterie à Joué-les-Tours, la maman, une traductrice et un autre membre du comité. Donc on a été surpris de ne pas voir la présence de la maîtresse concernée. Il nous a été rétorqué qu'elle était depuis à peu près une semaine en stage syndical. Donc la maman a fait son récit que j'ai entendu pour la 2e fois, un récit strictement identique à la première version. Et donc la directrice a rétorqué à cela que la maîtresse est irréprochable, qu'elle ne pouvait pas avoir de tels agissements, que c'était absolument impossible. Je vais vous dire exactement ce qu'elle a dit. Ce qu'on raconte de la maîtresse est faux. Il n'y a aucun doute là-dessus. À aucun moment, la directrice a demandé comment l'enfant allait. Alors qu'elle voyait bien, la maman était effondrée, elle expliquait que son enfant était très choqué, qu'il n'allait pas bien. À aucun moment, on s'est interrogé sur ce qu'il vivait. Sa seule réponse a été « Non, c'est impossible, cette maîtresse n'a pas pu réagir de la sorte, c'est une maîtresse qui est parfaite, en quelque sorte, aucune remise en question. » Donc elle a dit quand même à un moment donné, en aparté, pourquoi le garçon a dit ça, je m'interroge, il a dit des choses qu'on voulait entendre. Sous-entendu que quelqu'un avait poussé l'enfant à dire ça. Donc la maman a tout de suite réagi, elle a été formidable en disant que non, c'était impossible, puisque elle est d'origine tchétchène, il y a une certaine pudeur, et ils ne sont pas amenés à parler de sexualité ou de ce genre de choses devant les enfants. Et d'ailleurs, l'enfant était très très gêné en parlant de ça, il a eu énormément de mal à le dire à sa maman. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il a l'habitude d'entendre.
Ce n'est pas quelque chose, il n'a pas dit quelque chose que la maman voulait entendre, puisque dès le départ, il ne voulait même pas le dire à sa maman. Il disait non maman, je ne veux pas te le dire, tu vas être fâchée. La maman a bien insisté sur le fait que sa version était conforme à ce que son enfant lui a raconté, qu'il n'y avait aucun doute là-dessus. Elle s'est vraiment bien défendue, elle ne s'est pas laissée intimider, chose qui n'était pas facile. Il faut savoir que cette maman, qui est d'origine tchétchène, qui ne parle quasiment pas français et qui est d'un contexte social fragile, n'a aucun intérêt à se mettre en difficulté par rapport à cette école, sachant d'autant plus que la police était dehors pendant cet entretien, puisqu'il y avait du monde devant l'école, et donc ils ont fait appel à la police. De surcroît, la maman a insisté sur le fait qu'elle avait recueilli elle-même le témoignage de son fils, mais qu'en plus de cela, en amont, elle avait bien remarqué qu'il y avait un réel changement de comportement. Et c'est ce qui a alerté avant tout cette maman. Elle l'a bien expliqué à la directrice. Elle n'a pas été entendue sur ce sujet. Aucune allusion de la directrice n'a été faite là-dessus. Elle persiste. La maîtresse est irréprochable. C'est un mot qui a été répété au moins une vingtaine de fois durant cet entretien. Je le répète, qu'on me dise quel est l'intérêt d'un enfant de raconter un tel récit à sa maman alors que cet enfant a peur de la réaction de sa maman. J'aimerais qu'on me dise quel est l'intérêt d'une maman de se mettre en porte-à-faux avec un établissement scolaire, se mettre en confrontation avec un établissement scolaire, alors que dans cette histoire, elle a plus à perdre qu'à y gagner. Donc je m'interroge. Pourquoi, si ce n'est la vérité? L'entretien s'est terminé sans que la directrice à aucun moment n'ait pris en considération le témoignage de cette maman. Pour elle, il n'y a eu aucun souci dans cette école et donc il n'y a aucune action ou aucune enquête à mener. Et donc cette directrice est sortie de l'établissement scolaire pour rejoindre un groupe de parents d'élèves présents sur place. Et elle en a profité, comme la prochaine journée de retrait de l'école a lieu le lundi 31 mars 2014, elle en a profité pour leur rappeler que s'ils n'emmenaient pas leurs enfants à l'école lundi, elle s'occuperait d'eux. Puis finalement, Farida Belgoul nous a rejoints devant l'établissement. Nous étions une centaine de personnes présentes sur place. Elle a rencontré la maman, elle a pu échanger directement de vive voix avec elle. Et nous avons donc décidé de nous revoir à nouveau demain pour nous mobiliser. Nous remercions Farida Belgoul de nous soutenir et d'être venue très rapidement. C'est important dans ce genre de combat de se sentir soutenu, aidé. L'union fait la force. J'ai tenu à témoigner à visage découvert pour vous montrer qu'il est parfaitement possible de le faire, qu'il ne faut absolument pas avoir peur d'eux. Nous n'avons rien à nous reprocher, nous sommes dans notre droit. Il faut absolument lutter pour que ces abominations ne se reproduisent plus jamais. Si nous ne protégeons pas nos enfants, personne ne le fera à notre place.